Bienvenue au Polysécure, épisode spécial PME. Je suis Casimir. Comment vas-tu? Ça va super bien. Et toi? Très bien aussi. On a parlé la dernière fois des fondamentaux en cyberassurance, ce qui est une chose, juste les couvertures, tout ce qui est important à ce côté-là. On n'a pas eu le temps d'aborder tout le volet de l'importance du courtier, parce que ce courtier-là, c'est votre guide dans l'univers des cyberassurances, parce que c'est complexe. J'ai l'impression que la plupart des gens n'ont pas la connaissance technologique du milieu des assurances, donc ce guide-là, est-ce que tu peux brosser un tableau assez large sur le rôle du courtier dans la sélection de la cyberassurance et comment celui-ci peut accompagner des gens qui justement se cherchent une assurance en cyber? Eh bien oui, tout à fait. Puis, tu sais, la base du courtier en assurance, d'un point de vue général, c'est d'épauler son client à comprendre ses risques d'entreprise, puis lesquels risques peuvent être transférés et assurés finalement via une compagnie d'assurance. Donc, parce qu'un entrepreneur ne va pas nécessairement... Lui, le rôle de l'entrepreneur, c'est d'identifier des marchés, d'avoir une croissance d'entreprise, d'avoir une bonne gouvernance aussi, mais des fois, la gestion de risque, puis de comprendre qu'est-ce qui ferait en sorte que ma compagnie peut être à l'arrêt, c'est ce que le rôle de son courtier va venir l'aider à identifier ces risques-là, puis les assurer sur le marché d'assurance. Et justement, la cyberassurance, c'en est un, parmi tant d'autres, des risques qui sont assurables. Puis moi, c'est une de mes spécialités. Ça fait plusieurs années que je suis vraiment dans le domaine des cyber-risques. J'ai été courtier spécialiste. Ensuite, je suis allé du côté cyberassureur, où est-ce que j'ai fait presque que de la cyber... Ben, en fait, pas presque. J'ai fait que de la cyberassurance quand j'étais du côté cyberassureur. Puis là, avec ma firme, justement, on est spécialisé en risques émergents, dont justement les cyber-risques. Fait que nous, on travaille avec les clients pour identifier leurs risques, qu'ils comprennent bien. OK, moi, j'achète pas juste un morceau de PDF que j'achète, puis j'oublie. C'est vraiment, OK, ben, qu'est-ce qui est couvert sur cette police-là? Parce que si ton client ne comprend pas pourquoi ce qu'il doit s'assurer, il va juste le voir comme une dépense inutile. Puis ça va être la première police que si les activités de l'entreprise ralentissent, ça va être la première police qui va flyer parce qu'elle n'est pas obligatoire. Il n'y a aucune obligation d'avoir une police de cyberassurance. Donc, ça, c'est la première importance. C'est vraiment que ton client il comprenne, OK, moi, là, si j'ai un cyber-incident, je comprends pourquoi j'ai cette police d'assurance-là, mais même je comprends peut-être pas tous les tenants et aboutissants de la police. Je sais que mon courtier m'a bien épaulé, m'a trouvé un bon produit à un bon prix, avec toutes les couvertures d'actualité. Fait que ça, c'est vraiment le rôle du courtier, c'est d'aider à identifier. Oui, disons, mettons que je joue le rôle de quelqu'un qui ne connaît rien en technologie, ce qui est un peu comique par ailleurs, mais disons, j'arrive là comme ça, je viens de voir, puis disons, j'ai une grosse PME industrielle, je fais des hoods de vannes, et c'est mon rôle, donc j'ai aucune connaissance en cyber. Par contre, j'ai un site web qui vend ça. J'ai également de la machinerie qui opère à travers ces éléments-là. J'arrive, je viens de voir quel genre de questions tu vas me poser pour m'aider à te donner l'information que tu as besoin pour avancer. Ben, si tu fais des hoods de van, la première question que je vais te demander, c'est comment tu t'en sors avec les tarifs. Ça, c'est la première question que je vais te demander. Puis je te sens la main, puis je te dis, j'espère que ça va bien. Mais moi, quand je vois un manufacturier, la première chose que je me dis, OK, c'est quoi ses revenus? Puis après ça, je split ça par 52. Fait que là, après ça, je sais combien que ça coûterait par semaine de ne pas opérer. Puis mon premier réflexe, c'est perte d'exploitation. Tu es une semaine à l'arrêt, si tu fais 52 millions de revenus par année, puis tu as 3 compétiteurs qui font le même produit que toi, ben là, tu vas être sûr que si tu es à l'arrêt, que tu vas être compensé par ton assureur dans le cas d'un cyber-incident. Fait que là, 52 millions, c'est 1 million par semaine que tu perds. Ça, c'est juste tes ventes perdues. Donc, c'est la première chose que je regarderais avec toi. Ensuite, nous, ce qu'on fait, c'est on va parler évidemment des différents risques, comme on a parlé dans la dernière chronique. Mais après ça va être de compléter un formulaire de cyberassurance, une proposition que nous, on va prendre pour envoyer sur le marché d'assurance puis négocier justement une police
pour le compte de notre client. Les questions qu'on va trouver dans le formulaire, ça va dépendre de la taille de l'entreprise. Généralement, les assureurs vont juger un compte. Si est PME, c'est 100 millions et moins. 100 millions et plus, ça va être dans le middle market. Fait que ça va être la première chose parce qu'on va voir que les formulaires vont différer. Donc, on va rentrer beaucoup plus en détail pour une business de 100 millions et plus. Des fois, 100 millions et moins, un peu moins de détails. Par contre, il y a certaines questions, certains contrôles que moi, quand je les vois, que je sais que les assureurs vont aimer voir ces contrôles-là. Puis il y en a un que je parle souvent, c'est le fameux MDR, le Managed Detection and Response. Ça, c'est pas requis pour une business de moins de 100 millions. Par contre, ça fait passer des primes de, disons, un manufacture de 30 millions, ça va faire passer une prime de 15 000 à 7 000 $ dans certains cas pour un 2-3 millions de limite. Dans ce cas-ci, mais ça va quand même faire vraiment baisser la prime. Fait que ça. Oui, puis ça, je vais rajouter là-dessus parce que là, je remets mon chapeau de professionnel en cyber. Effectivement, la première chose que j'arrive dans un cas souvent d'un post-incident, quelque chose comme ça, le premier élément que je fais déployer chez mes clients, c'est un MDR, justement parce que c'est probablement l'élément le plus fondamental qui réduit le plus le risque parce qu'on a une capacité de réponse puis une capacité de détection. Puis par la bande, les assureurs adorent ça parce que ça vient réduire la potentialité d'un incident futur. Là, je remets mon chapeau de producteur de route de van. Oui, exactement. Donc, puis c'est ça, puis ça fait en sorte que l'équipe est déjà là dans l'équipe de MDR est déjà là, fait que l'assureur, il peut interagir tout de suite avec eux quand le feu, quote-unquote, est pogné. Là, ensuite, nous, on va prendre les formulaires. S'il y a des réponses qui sont négatives, on va quand même les adresser avec le client. Mais ça, il faut que tu le saches. Ça, en sens. Oui, mais c'est ça, là, tu vas venir me parler. Là. Tu vas dire, ouais, mettons, sur l'assureur, il n'y a pas full aimer ça. On peut-tu le travailler ensemble pour régler le problème? Parce que s'il y en a un qui lève, mais l'autre ne le lève pas, j'imagine que c'est bien quand même que je le sache, puis deux, que je mette des mesures pour. Parce que si l'assureur est inquiet, ben, ça va avoir des influences sur les primes, ça va avoir des influences sur d'autres choses, j'imagine. Là. Exactement. Fait que, tu sais, je faisais un dossier récemment justement parce que le client n'avait pas de backup. C'est sûr que je suis capable d'avoir des soumissions d'assurance. Puis, s'il n'y a pas de backup, par contre, si on veut les meilleurs termes, puis aussi, si on. Tu sais, c'est une chose de s'assurer, là. Mais n'importe qui subit un sinistre d'assurance, que ce soit avec son auto, son habitation, assurance voyage, même quand tu es assuré, tu veux pas que ça réarrive. C'est pas une belle chose qui se passe. Fait que même quand tu as une police de super assurance, oui, les coûts directs vont être moins. Finalement, c'est juste la franchise que tu vas avoir à payer, ta franchise d'assurance. Par contre, ton temps, quand même, tu vas mettre de l'énergie, du stress qui va venir. Moi, je produis mes hôtes de van. Là. Je ne vais pas te stresser parce que je t'ai arrêté pendant une semaine puis que tout le monde me crie après parce que ça va pas bien. Oui, exactement. T'sais. Fait que là, nous, on va négocier les meilleurs termes avec les compagnies d'assurance. Les délais, on parle peut-être top une semaine, dépendamment de la complexité du dossier. Des fois, ce sont des dossiers qui doivent être escaladés et ou réévalués parce qu'il y a vraiment de la complexité. Mais quand c'est un peu plus vanilla, généralement, en une semaine, on est capable d'avoir des retours d'assureurs. Ensuite, nous, c'est de prendre toutes les soumissions qu'on reçoit puis vraiment de les normaliser dans le sens où moi, une fois que je fais mon analyse, les couvertures ne s'appellent pas la même chose d'un assureur à l'autre, mais couvrent les mêmes choses. Donc, moi, c'est vraiment de faire un tableau d'analyse pour présenter, OK, comme pour le volet cybercrime, tu as cette limite-là, ça vient couvrir ça. Puis tel assureur l'offre. Celui-là, c'est encore mieux, il offre une plus haute limite pour le volet cybercrime. Donc, c'est un avantage comme un plus un pour cet assureur-là. Puis quand on descend les primes, pas les primes, pardon, mais les différentes couvertures dans un tableau, on regarde ça. Puis après ça, nous, avec le
avec le client, avec Nicolas Loïc qui fabrique des hoods, on va justement dire, OK, ben, selon ce que tu fais, le meilleur assureur, c'est ça, parce que il y a la meilleure prime, mais non seulement il y a la meilleure prime, tu as toutes les couvertures, tu n'es pas blindsidé dans le cas d'une perte. Fait que tu as vraiment les couvertures d'actualité, puis il y a quand même quelque chose que j'aimerais toucher, c'est que les cyberrisques, non seulement les cyberrisques, ça évolue rapidement, c'est un peu le Far West en ce moment dans le marché d'assurance cybernétique, dans le sens où, vu que c'est un risque qui est relativement nouveau, les assureurs essaient de prendre des places dominantes dans le marché, ce qui fait en sorte que les couvertures aussi évoluent vraiment rapidement. Écoute, chez Coalition, c'était à chaque 3 mois, il y avait un nouveau update, un nouveau soit logiciel de cybersécurité, une nouvelle couverture qui venait être ajoutée. Des fois, ce sont des couvertures qui sont déjà sur le libellé, mais on vient les simplifier pour mettre une couverture explicite, vraiment comme quoi c'est couvert. Des fois, c'est vraiment une nouvelle couverture. Il y a CFC maintenant qui vient t'assurer si c'est un client qui est victime d'une cyberattaque. Donc, disons, Ford au Michigan est victime d'une cyberattaque, ne peut pas recevoir tes hoods de vanne pendant 1 mois, 2 mois. Ben là, toi, tu peux être indemnisé. C'est ça, tu peux en subir une perte. Si il représente 50% de tes revenus, de tes ventes, mais c'est ça, tu vas en subir une perte. Fait que là, il y a certains assureurs qui viennent assurer ce volet-là. On vient également sécuriser toute la chaîne d'approvisionnement aussi. Donc oui, là, on parle de compte client, mais les assureurs avec qui je travaille vont également assurer tes fournisseurs. Fait que c'est un fournisseur critique, disons, de peinture, tout un procédé de peinture spécifique que tu appliques sur tes hoods d'un coat. Ben là, si ton fournisseur, lui, il ne peut pas te fournir, puis ça va prendre 3 semaines de trouver un autre fournisseur, ben là, encore une fois, les assureurs vont venir t'indemniser. Fait que, tu sais, nous, on rentre dans ce détail-là selon les opérations. Tu sais, quand je prends une compagnie de tech, ça ne sert à rien que je dise ton fournisseur de peinture ou ton fournisseur XYZ, il n'y en a pas de fournisseur. Tu sais. Là, on parle beaucoup plus du cloud avec ses clients. Oui, c'est ça. Fait que tu vas venir me parler, puis tu vas évaluer, tu vas comprendre ma business, qui est déjà très intéressant. Puis, en tout cas, tu le dis de façon indirecte, mais c'est essentiellement ça. Tu fais comprendre ma business, mes fournisseurs, mes clients. Puis, à partir de ça, tu vas dire, OK, ben voici la potentialité, voici ce qu'on couvre. Puis là, tu vas aussi, j'imagine, me poser la question, qu'est-ce que mon système TI vient faire dans mes hoods de vanne? Et effectivement, mon système TI vient contrôler la façon qu'ils sont peinturés. Fait que là, si mon système se fait attaquer, je ne suis plus qu'à le peinturer mes hoods de vanne. Donc, j'ai un problème. Mm-hmm. Puis là, à partir de là, j'ai des conséquences et comment on va revenir par rapport à cette situation-là. C'est ça? Exactement. Et dans le secteur manufacturier, ce que les assureurs aiment voir dans les comptes d'un peu plus d'envergure, c'est une segmentation entre ton IT et OT, donc ton système opérationnel et ton système administratif, parce que tu ne veux pas que la perte rentre du volet administratif. Tu sais, dans la dernière chronique, je parlais du Business Email Compromise. Puis disons, ça rentre par là. Puis là, ils sont capables d'augmenter les accès dans le volet administratif. Puis après ça, ils causent le ransomware sur le côté opérationnel. C'est vraiment ça que tu veux qu'il y ait une segmentation. Donc, c'est quand même quelque chose qu'on regarde. C'est comment est-ce que ton réseau est segmenté. Et si tu as des machines, est-ce que tu es capable de les opérer sans qu'elles soient connectées à l'Internet? Écoute, en 2010, peut-être. En 2020, OK, 2025 encore, mais il y en a de moins en moins des nouvelles machines qui ne sont pas connectées à l'Internet. Toute la configuration qui vient avec ça, c'est vraiment important, là. Tout à fait. Fait que là, tu parlais du tableau comparatif. Fait que là, l'étape suivante, c'est que tu as fait ton tableau, tu as fait ton analyse. Fait que ton expertise s'est exprimée là-dedans. Tu viens me le présenter puis tu viens me l'expliquer pour m'aider à faire le meilleur choix par rapport à ma business. Exactement ça. On va regarder toutes les différentes couvertures qui sont importantes. T'sais, ce sont des polices qui sont complètes. Il y a des couvertures qui sont un peu moins importantes, qui sont très standardisées d'un assureur à l'autre. Ça, je ne m'éternise pas trop sur ces couvertures-là. Moi, je regarde vraiment les couvertures là, qui sont déclenchées à chaque incident, qui ont le langage
le plus large. Donc là, on analyse tout ça. Puis une autre chose qu'on regarde, ce sont les services de sécurité additionnels. Donc, les assureurs, notamment Coalition où est-ce que je travaillais avant, eux avaient un énorme volet de cybersécurité. Donc, il y avait du Attack Surface Monitoring qui était offert à l'ensemble des clients. Puis, c'était vraiment leur propre technologie. Puis, le edge, le mode vraiment qu'ils avaient, c'était que, vu qu'il y avait à peu près 90 000 assurés, ils pouvaient voir d'où les pertes provenaient. Puis après ça, ils pouvaient prendre cette information-là. Parfait, ici, on a eu 50 clients qui ont été victimes de cyberattaque. On voit qu'ils ont toute la même technologie qui a été exploitée. Ben là, on peut notifier nos assurés qui ont la même technologie qui est exposée à l'Internet, donc qui scannaient. Plus c'est spécifiquement, disons, on avait 4000 assurés qui avaient la même technologie, la même version exposée à l'Internet. Là, on venait les avertir avec l'équipe de réponse aux incidents, puis on faisait vraiment la prévention. Parce que si tu es capable de te sauver de quelques pertes, ça fait en sorte que tu peux prendre cet argent-là puis la réinvestir, puis sur le long terme, augmenter tes couvertures, baisser tes prix, puis aller chercher des plus grandes parts de marché. Donc ça, c'était vraiment une coalition qui faisait ça depuis qu'ils ont été fondés en 2017. Fait que là, c'est via leur produit, la Coalition Control, qui faisait partie de l'offre, mais ils ont quand même maintenant ajouté, comme on peut acheter du MDR directement, puis c'est avec leur équipe de réponse aux incidents qui va faire la surveillance. Fait que là, eux, le incentive, l'alignement, il est là parce qu'ils se disent, ben, si on performe mieux du point de vue cybersécurité, on a moins de pertes, on a un intérêt vraiment à ce que nos clients puis notre cybersécurité soit la meilleure. Effectivement. Là, disons maintenant, j'ai signé le contrat, je suis heureux, je me sens en sécurité, je dors bien le soir. Le rôle du courtier après ça, c'est quoi la suite après avoir signé? Quel est son rôle et comment il doit continuer à m'accompagner parce que c'est pas genre je signe puis on se parle plus ou on se revoit juste dans un an là, au renouvellement. Y a-tu une conversation? Tu parles juste de coalition. Changer des offres régulièrement. Ça avance-tu? Y a-tu une conversation plus continue qui se fait? Je pense faut revenir au fait que c'est un produit qui évolue. Donc, c'est quand même toujours d'avoir sur le radar qu'est-ce qui se passe sur le marché, puis de ne pas snoozer. Parce que si tu snoozes, un autre courtier va arriver, puis il va dire, regarde, moi, j'ai ça à t'offrir de plus. Ton courtier t'en a pas parlé, parfait, OK. Puis là, tu pars ton dossier. Pour moi, c'est vraiment important de ne pas snoozer. Rester au courant de l'actualité, puis c'est pour ça que je veux qu'on parle, moi, j'aime ça. C'est que j'en apprends aussi du point de vue, OK, mais dans l'incident, qu'est-ce qui se passe? Tout ça, comme ça, moi, je peux prendre ces cas-là puis en parler à mes clients. Donc, pour s'assurer qu'eux aussi restent courants puis qu'ils comprennent ce qui se passe aussi du point de vue des incidents. Fait que ça, voir qu'est-ce qui se passe du point de vue des incidents. Aussi, voir est-ce que la technologie, tu sais, MDR, personne n'en parlait il y a 4 ans. On avait le EDR quand même, qui commençait, qui était assez. Que les assureurs commençaient à exiger dans certains dossiers. Mais MDR, moi, je voyais pas vraiment ça jusqu'à plus récemment. Mais là, OK, parfait. MDR, ensuite, est-ce qu'il y a de la technologie qui est vulnérable? Là, beaucoup de gens parlent des fois de Fortinet, qui va avoir beaucoup de vulnérabilités en haut de 8 sur 10, donc des vulnérabilités critiques. Donc, est-ce que tu as cette technologie-là? Est-ce qu'il y a un plan d'action? Évidemment, on n'est pas des personnes de TI, donc on n'est pas toujours outillés pour te dire, OK, cette technologie-là est moins bonne ou pas aussi bonne. Mais je pense que le rôle d'un bon courtier en cyberassurance, c'est d'avoir au moins les réflexes pour faire allumer son client puis dire, OK, ben, tu sais quoi, il y a ce professionnel-là à qui tu pourrais parler. OK, tu sais quoi, ta baissée de hood, de char, ce que tu pourrais mettre en place, c'est un plan de réponse aux incidents et ou un tabletop. Puis là, c'est de travailler avec des breach coachs qui vont vraiment faire un plan d'action et une simulation, même dans le tabletop, c'est une simulation d'un super incident. Puis moi, écoute, j'ai assisté à quelques tabletops, puis tu te dis,
il disait dans l'application d'assurance qu'il y avait un plan de réponse aux incidents. Puis là, tu arrives dans le tabletop, la pratique, tu dis une chance qu'on est au camp préparatoire parce qu'on n'est pas prêt pour le début de la saison s'il y a un cyberincident qui arrive. Là. C'est super intéressant. On va conclure sur ça. C'est sûr qu'on va y revenir parce que là, je me sens beaucoup plus rassuré comme propriétaire de compagnie de haute de vanne. Je vais dormir mieux maintenant que je suis super rassuré. Je suis bien accompagné par un bon courtier en la matière. Je te remercie énormément de ce partage-là. Puis c'est sûr qu'on va avoir des questions et des éléments connexes parce que c'est un sujet qui est très vaste, qui évolue vite, comme tu le mentionnes. Puis je pense qu'on va avoir l'occasion d'échanger de nouveau sur ce sujet-là. Et j'essaie de prendre un autre rôle que haute de vanne la prochaine fois. Merci à toi.